À la toute fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, la Terre présentait un visage très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le monde était habité par une biodiversité exceptionnelle, notamment par les dinosaures et une multitude d'autres animaux préhistoriques qui avaient évolué et prospéré depuis des dizaines de millions d'années. Comprendre ce panorama avant leur disparition, c'est plonger dans un univers foisonnant d'écosystèmes riches et variés, aux atmosphères parfois lourdes de mystères, où chaque région racontait sa propre histoire de vie et d'évolution. Durant cette période, la Terre appartenait au Mésozoïque, plus précisément à la fin du Crétacé, dernière époque marquant la fin de l'ère secondaire. Bien que cette ère ait duré près de 180 millions d'années, la fin du Crétacé se distingue par des conditions climatiques généralement chaudes, un niveau élevé des océans et une configuration géographique des continents encore bien différente. Le supercontinent, la Pangée, s'était fragmenté, donnant naissance à des étendues continentales plus isolées, qui favorisaient des diversifications écologiques locales. Les plages, les forêts, les plaines fluviales, les deltas, les lacs et les récifs marins formaient un patchwork d'habitats où se côtoyaient une faune et une flore luxuriantes. Cette richesse naturelle offrait un cadre idéal pour le développement à la fois des grands dinosaures, mais également d'autres groupes d'animaux marins et terrestres, souvent moins médiatisés, mais tout aussi fascinants. Dans les paysages terrestres, les dinosaures régnaient toujours en maîtres absolus. Les dinosaures théropodes, parmi lesquels les célèbres tyrannosaures, comme le Tyrannosaurus rex en Amérique du Nord, étaient les prédateurs dominants. De taille impressionnante, ils disposaient de puissantes mâchoires et de sens aiguisés, notamment la vue et l'odorat. Ces carnivores imposants parcouraient les vastes plaines et forêts ouvertes à la recherche de proies. Par contraste, les ornithischiens, dont faisaient partie les hadrosaures ou dinosaures à bec de canard, formaient l'immense groupe des herbivores. Ces derniers vivaient souvent en troupeaux et montraient des adaptations variées, comme des becs durs, capables de broyer la végétation coriace, ou des structures osseuses pour la défense, à l'image des tricératops, avec ses collerettes impressionnantes. Par ailleurs, les ankylosaures, au corps couvert de plaques osseuses et dotés d'une massue caudale, étaient les véritables cuirassés du Crétacé, adaptés pour repousser tant les attaques des prédateurs que les assauts de la nature. Chacun de ces groupes témoigne d'un équilibre écologique complexe, où prédateurs et proies interagissaient dans des réseaux alimentaires sophistiqués. Du côté des dinosaures volants, les ptérosaures représentaient un éventail de formes et de tailles, allant de petits chasseurs agiles à des géants majestueux capables de planer sur des kilomètres. Ces reptiles volants, bien que concurrencés par d'autres oiseaux naissants, occupaient la majeure partie des niches aériennes. Il est intéressant de noter que, contrairement à une croyance répandue, ces créatures ne sont pas classées comme dinosaures, mais appartiennent à un groupe à part. En mer, la diversité était tout aussi spectaculaire. Les océans et mers crétacés abritaient des reptiles marins tels que les mosasaures, redoutables prédateurs marins capables d'atteindre plus de 15 mètres de long, ou encore les plésiosaures, reconnaissables à leurs longs coups élancés et leurs puissantes nageoires. Ces maîtres des profondeurs partageaient ces espaces aquatiques avec d'autres groupes, comme les ammonites, ces mollusques à coquilles spiralées abondants, qui servaient de proie pour de nombreux prédateurs marins. Les récifs coralliens, bien que moins importants qu'aujourd'hui, accueillaient également une faune variée, incluant poissons, tortues marines et autres invertébrés. Mais le Crétacé, c'était aussi la floraison spectaculaire des angiospermes, les plantes à fleurs, qui commencèrent à dominer les paysages végétaux. Cette innovation végétale transforma les écosystèmes terrestres, offrant de nouvelles ressources alimentaires et habitats pour l'ensemble de la faune,
notamment pour les insectes, petits vertébrés et certains dinosaures herbivores. Les forêts denses, les marécages luxuriants et les zones côtières deviennent alors des havres de biodiversité où la coévolution entre plantes et animaux jouait un rôle crucial. Plusieurs familles d'autres animaux peuplèrent également ces milieux. Les mammifères, encore modestes et souvent nocturnes, commençaient timidement à se diversifier, voire à occuper certaines niches écologiques inexploitées. Farouchement minoritaires à côté des dinosaures, ces premiers mammifères étaient petits, souvent de la taille d'une souris, mais leur évolution contribuait à façonner la vie future après la grande extinction. Du côté des insectes, la diversité était déjà énorme, jouant un rôle essentiel dans la pollinisation des angiospermes et dans le maintien des réseaux alimentaires. Les amphibiens et les premiers crocodiliens complétaient ce tableau vivant, occupant les plans d'eau douce et parfois côtiers. Il est aussi important de souligner qu'à cette époque, les phénomènes géologiques, tels que l'activité volcanique et les déplacements tectoniques, modulaient en permanence les conditions de vie, forgeant un contexte dynamique, influençant la répartition des espèces et la formation de nouveaux habitats. Ainsi, le monde juste avant la disparition des dinosaures et d'une grande partie des animaux préhistoriques n'était pas un tableau figé, mais un équilibre fragile entre de multiples forces naturelles, une mosaïque d'écosystèmes en pleine effervescence. C'est dans ce cadre que survint l'un des événements les plus dramatiques et bouleversants de l'histoire de la vie sur Terre, ravageant ces dynasties biologiques et donnant la chance à d'autres groupes d'émerger. Cette riche connaissance des écosystèmes et espèces de la fin du Crétacé nous permet aujourd'hui de mieux comprendre les mécanismes de l'extinction massive qui suivit, tout en nous rappelant la complexité et la beauté de la vie ancienne. Fort de ce panorama, nous pourrons maintenant aborder plus en détail comment ces dinosaures et autres animaux préhistoriques se sont établis pour régner durant des millions d'années, avant leur chute mystérieuse. Plongeons maintenant dans une vaste odyssée qui débute il y a environ 230 millions d'années, à la charnière du Trias et du Jurassique, une époque où la vie sur Terre entamait un virage spectaculaire, avec l'apparition des premiers dinosaures. Pour comprendre la domination globale de ces créatures fascinantes, il est essentiel de retracer leur évolution complexe, ainsi que celle d'autres animaux préhistoriques qui coexistaient avec eux et qui, parfois, partagèrent la scène avant et après cette ère d'apogée. Les origines des dinosaures remontent à un groupe de petits reptiles bipèdes et agiles qui évoluaient dans un environnement marqué par la fragmentation progressive du supercontinent Pangée. Ces premiers dinosaures, apparus dans le Trias supérieur, n'étaient alors pas encore les géants que l'on imagine aujourd'hui, mais ils possédaient déjà certaines caractéristiques qui allaient leur assurer un destin exceptionnel. Des membres adaptés à la course, un métabolisme relativement élevé et des structures osseuses légères. Durant les premiers millions d'années, les dinosaures restèrent secondaires en termes de diversité face à d'autres groupes tels que les rowisuchiens, de puissants reptiles carnivores, ou les protoroschiens, de grands herbivores. Cependant, à mesure que de nouveaux bouleversements climatiques et écologiques survinrent, ces derniers disparurent, laissant le champ libre aux dinosaures pour s'imposer comme les dominants terrestres. Le Jurassique, période emblématique, vit l'expansion vertigineuse de leur succès. Les paysages terrestres étaient désormais peuplés de gigantesques sauropodes, comme les diplodocus et les brachiosaures, des herbivores à long cou, capables d'atteindre les cimes des arbres les plus élevés. Cette adaptation alimentaire permit une exploitation efficace des ressources végétales, assurant leur prospérité. En parallèle, les théropodes comme l'Allosaurus émergèrent en tant que prédateurs redoutables, témoignant d'une sophistication croissante dans la chaîne alimentaire. Parallèlement aux dinosaures, d'autres groupes de vertébrés
évoluaient et participaient à la contraction, puis à l'expansion des niches écologiques. Les ancêtres des crocodiliens modernes explorèrent divers modes de vie, certains s'adaptant aux milieux aquatiques, tandis que d'autres devinrent des chasseurs terrestres efficaces. Les premiers mammifères, bien que souvent petits et nocturnes, se développaient également à l'ombre des dinosaures, expérimentant la diversité des formes qui plus tard deviendraient essentielles. Le Crétacé est souvent considéré comme le dernier acte de cette formidable pièce qu'est l'ère des dinosaures. Durant cette époque, la diversification explosa littéralement. Certains groupes de dinosaures avaient atteint une complexité et une spécialisation impressionnantes. Les hadrosaures, surnommés dinosaures à bec de canard, développèrent des structures crâniennes complexes pour la communication et la défense. Les cératopsiens, comme le tricératops, exhibaient des panneaux osseux et de grandes cornes pour se défendre contre les prédateurs et affronter leurs congénères. Les théropodes, quant à eux, comprenaient désormais des géants tels que le fameux Tyrannosaurus rex, considéré comme l'un des carnivores terrestres les plus puissants ayant jamais existé. En parallèle, les petits bébés dinosaures commençaient à montrer chez certains groupes des traits liés aux oiseaux, annonçant l'apparition imminente de ces derniers. Le groupe des maniraptoriens, par exemple, intégrait ces avancées évolutives, possédant parfois des plumes et des capacités de vol partielles. Dans les environnements marins, le Crétacé vit également la diversification des reptiles marins, tels que les mosasaures, des lézards marins géants capables d'explorer différents types d'habitats aquatiques. Les plésiosaures, avec leurs cous longs et flexibles, et les tortues marines prospéraient également, tandis que les ammonites, ces mollusques à coquilles spiralées, foisonnaient jusqu'à leur extinction brutale, en fin de période. D'un point de vue écologique, ce moment de l'histoire se caractérise par une complexité exceptionnelle dans les chaînes alimentaires et les interactions entre espèces, qu'il s'agisse des terres, des mers ou des airs. La coévolution entre prédateurs et proies, les diverses stratégies de reproduction, les adaptations au climat et au milieu sont autant d'aspects qui témoignent de la réussite évolutive de ces groupes. Au-delà des dinosaures, il faut aussi considérer l'évolution extraordinaire des plantes. Les angiospermes, ou plantes à fleurs, firent leur apparition et se répandirent rapidement, transformant radicalement les paysages et les réseaux alimentaires. Leur évolution rapide créa de nouvelles opportunités, favorisant la diversification d'insectes pollinisateurs et par extension, profitant indirectement à d'autres animaux qui en dépendaient. En somme, l'histoire évolutive des dinosaures et des animaux préhistoriques est un récit impressionnant de conquête, d'adaptation et d'innovation biologique. Partis de modestes reptiles bipèdes, ils devinrent les souverains incontestés des écosystèmes terrestres, marins et aériens pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Mais cette domination, aussi fascinante soit-elle, touchait bientôt à sa fin. Pour bien saisir les raisons et les mécanismes de cette disparition cataclysmique, il faudra à présent examiner le contexte climatique et géologique qui régnait à la fin du Mésozoïque, une étape cruciale avant l'ultime grande extinction. À la fin du Mésozoïque, plus précisément durant la période du Crétacé supérieur, la Terre est le théâtre d'une dynamique climatique et géologique intense, qui joue un rôle fondamental dans le destin du vivant, notamment celui des dinosaures et des divers animaux préhistoriques. Pour comprendre le contexte dans lequel s'est produit ce grand bouleversement, il est indispensable d'explorer les transformations profondes qui affectaient alors notre planète, tant à l'échelle globale qu'à celle des écosystèmes. Le climat à la fin du Crétacé se caractérise principalement par une température globale élevée, nettement plus chaude qu'aujourd'hui, accompagnée d'une absence presque totale de calotte glaciaire au pôle. Ce phénomène
explique les niveaux marins particulièrement élevés, atteignant parfois 200 mètres au-dessus des altitudes actuelles. Ce résultat direct de la dilatation thermique des océans et de l'absence de glace continentale engendrait la formation d'immenses mers intérieures peu profondes, comme l'important bassin de la mer de Castille en Amérique du Nord ou la mer de Thétis, qui s'étendait entre les plaques tectoniques en voie de fragmentation. Sur le plan géologique, la configuration des continents était caractérisée par la fragmentation progressive de la Pangée, ce supercontinent dominant précédemment. Vers la fin du Crétacé, les grandes masses terrestres étaient déjà séparées en plusieurs continents proches de leur position moderne, mais encore plus proches les unes des autres. L'Atlantique s'élargissait lentement, tandis que la mer Thétis rétrécissait, créant un réseau complexe d'archipels et d'étendues marines. Cette disposition particulière des continents et des océans favorisait des courants marins et atmosphériques distincts qui influençaient fortement les patrons climatiques régionaux. Un autre facteur clé était l'activité tectonique et volcanique intense. La période était marquée par l'ouverture continue des bassins océaniques et par de gigantesques épisodes de volcanisme, notamment ce qui allait devenir les trappes du Décan en Inde. Ces éruptions massives, résultant de points chauds mantéliques, déversaient pendant des centaines de milliers d'années d'énormes quantités de lave, de gaz volcaniques et de cendres dans l'atmosphère. Ces injections jouaient un rôle énorme dans la composition chimique de l'atmosphère et pouvaient ainsi modifier la température globale, la qualité de l'air, mais aussi perturber la photosynthèse végétale par un voile de particules fines obscurcissant le ciel. Climatiquement, une tendance au refroidissement progressif s'amorçait vers la fin du Crétacé. Divers facteurs en étaient à l'origine, liés aux changements dans la circulation océanique, à l'altération des continents, au taux croissant d'érosion et à la baisse du dioxyde de carbone atmosphérique. Ce refroidissement a eu des conséquences directes sur la faune et la flore, modifiant la répartition des habitats, la composition des communautés végétales et apportant un stress évolutif qui s'additionnait aux autres pressions environnementales. Dans les océans, l'augmentation du niveau de la mer et la température élevée favorisaient une biodiversité abondante, avec des récifs coralliens et une vie marine foisonnante. Cependant, le réchauffement était également associé à des événements locaux d'anoxie, c'est-à-dire des zones où l'oxygène se raréfiait, particulièrement dans certaines mers intérieures. Ces poches d'eau pauvres en oxygène impactaient négativement certains groupes marins, un facteur important dans la dynamique globale des extinctions. Les variations du cycle du carbone, observées par les paléontologues à partir des nombreuses analyses isotopiques dans les sédiments, montrent une réelle instabilité atmosphérique et océanique. Des pics d'émissions volcaniques ponctués de longues phases de déclin, qui modifiaient les concentrations de gaz à effet de serre. Ces fluctuations sont cruciales, car elles influençaient le climat global, la température des océans et la productivité primaire des écosystèmes marins et terrestres. Enfin, il faut mentionner l'impact de la distribution écologique et biogéographique. Avec la fragmentation des continents, certains écosystèmes sont devenus plus isolés, augmentant le taux d'endémisme, qui correspond à la présence d'espèces uniques à certaines régions. Cette isolation pouvait rendre certaines populations plus vulnérables aux changements environnementaux rapides, limitant leur capacité d'adaptation ou de migration. En résumé, la fin du Mésozoïque fut une période de contraste entre une chaleur relativement intense et des signaux de refroidissement, entre des mers riches et des poches d'anoxie, entre l'éruption massive de volcans et la lente dérive des continents. Ce contexte climatico-géologique complexe fut le théâtre d'une grande tension écologique qui prépara le terrain à l'une des extinctions massives les plus célèbres de l'histoire de notre planète.
Toute cette toile de fond est essentielle pour comprendre pourquoi, après des millions d'années de règne, les dinosaures et bien d'autres espèces préhistoriques allaient connaître une fin brutale et définitive, ouvrant le chemin à de nouvelles formes de vie dans l'ère qui allait suivre. À l'aube de la fin du Crétacé, bien avant le coup de théâtre cataclysmique qui allait entraîner la disparition soudaine de nombreux groupes animaux, la Terre connaissait déjà une série de changements progressifs mais significatifs qui affectaient sa végétation, ses océans et son climat. Ces modifications lentes et complexes participaient à remodeler les habitats naturels et exerçaient une pression constante sur la biodiversité, préparant ainsi un contexte fragile qui allait rendre les écosystèmes mondiaux particulièrement vulnérables. Commençons par la végétation. Durant la majeure partie du Mésozoïque, les gymnospermes, des plantes à graines comme les cycas, les conifères et les gingos, avaient largement dominé les paysages terrestres. Toutefois, avec l'apparition et la rapide expansion des angiospermes, ces plantes à fleurs qui présentent une grande efficacité reproductive, le visage des forêts et des plaines changea profondément. Les angiospermes se diffuseront rapidement à travers les continents, adaptant leur forme à diverses conditions écologiques, des arbres majestueux aux arbustes jusqu'à de petites herbes. Cette révolution végétale offrit de nouvelles ressources alimentaires et habitats, influençant directement les espèces herbivores, incluant nombre de dinosaures. Mais cette transition ne fut pas homogène. Elle était accompagnée de modifications dans la composition des communautés végétales, qui parfois entraient en compétition, bouleversant les chaînes alimentaires établies. Par ailleurs, l'évolution florale coïncidait avec une variation du climat qui tendait à se refroidir légèrement par endroits, contrastant avec la chaleur relativement constante qui avait régné auparavant. Les premières glaciations polaires, très faibles, mais persistantes, commencèrent à apparaître, réduisant progressivement la superficie des habitats tropicaux ou subtropicaux. Ces évolutions climatiques influençaient la répartition des plantes ainsi que la saisonnalité, avec des périodes plus marquées d'humidité et de sécheresse selon les régions. En conséquence, les animaux, herbivores en particulier, durent s'adapter à ces nouvelles conditions de disponibilité alimentaire et parfois migrer ou se spécialiser davantage. Les océans, qui avaient recouvert de vastes étendues continentales sous forme de mers intérieures, virent aussi leur dynamique se modifier lentement. Le niveau relativement élevé de la mer au Crétacé terminal commença à baisser progressivement du fait de l'activité tectonique et de changements dans la calotte glaciaire naissante, entraînant une régression marine. Cela eut pour effet de réduire les surfaces de nombreux habitats marins côtiers et des récifs coralliens, essentiels pour une biodiversité riche. En parallèle, les variations de température des océans furent amplifiées par des oscillations dans la circulation océanique et des fluctuations dans la composition chimique des eaux, notamment dans le taux d'oxygène dissous. Cette baisse partielle d'oxygène dans certaines zones, appelée anoxie, engendrait des crises locales, affectant particulièrement les organismes sensibles comme les ammonites et autres invertébrés marins. Ce phénomène pouvait se répandre par vagues au sein des bassins océaniques, provoquant des extinctions à l'échelle régionale, voire globale, qui préfiguraient le drame à venir. On note aussi que les changements de la salinité découlant du retrait des mers intérieures imposaient un stress supplémentaire à de nombreuses espèces incapables de s'adapter rapidement. Dans son ensemble, le climat terrestre afficha une grande instabilité vers la fin du Crétacé. L'évolution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment une baisse progressive des concentrations de dioxyde de carbone, joua un rôle majeur dans ces modifications. Bien que le refroidissement global se fît sentir, il ne s'agissait pas d'un phénomène linéaire, mais d'une succession de fluctuations, parfois brèves, mêlées à des périodes plus douces.
Ces oscillations perturbaient les écosystèmes, qui devaient sans cesse s'ajuster. Les modifications combinées de la végétation, des océans et du climat ne survinrent pas isolément. Elles étaient liées et se renforçaient mutuellement dans un système planétaire interdépendant. La réduction progressive des habitats, la transformation des modes de vie des espèces, ainsi que l'augmentation des stress environnementaux participaient à une fragilisation générale des écosystèmes. Certains groupes pouvaient migrer ou s'adapter, mais d'autres, peut-être trop spécialisés ou limités dans leur répartition, voyaient leur situation se dégrader lentement. Au fil de ces millions d'années précédant la grande extinction, cette déstabilisation progressive agissait comme une sorte de préparation silencieuse. Elle modifiait la composition des communautés vivantes, faisait évoluer les chaînes alimentaires et créait des écosystèmes globalement moins résistants aux chocs brutaux. Dès lors, lorsque l'événement majeur survint, le monde vivant était déjà affaibli, rendant les conséquences encore plus sévères. En contemplant ces changements progressifs, nous percevons que la fin du Crétacé n'a pas été une rupture soudaine sans précédent, mais plutôt la cristallisation d'une longue série d'évolutions et de transformations de la planète. Comprendre cette étape nous invite à saisir la complexité et l'interdépendance des facteurs naturels qui conditionnent la survie ou l'extinction des espèces sur le temps long. C'est cette toile de fond mouvante que nous devons garder en mémoire avant d'examiner plus en détail les théories et découvertes scientifiques qui ont permis d'éclairer la disparition massive des dinosaures et des autres animaux préhistoriques. L'histoire de la disparition des dinosaures est une énigme scientifique qui a traversé les siècles, suscitant au fil du temps de nombreuses hypothèses et débats passionnés parmi les chercheurs. La quête pour comprendre comment ces géants préhistoriques ont disparu il y a environ 66 millions d'années a commencé bien avant nos méthodes modernes, mêlant observation, spéculation et une évolution progressive des connaissances. Cette section retrace l'émergence et la progression des grandes théories qui ont dominé la réflexion scientifique sur ce sujet incontournable. Au XIXe siècle, l'identification des fossiles de dinosaures a révolutionné la compréhension de l'histoire de la vie sur Terre. Ce fut une découverte fascinante qui bouleversa les visions uniformitaristes dominantes. La vie avait connu des ères bien différentes, marquées par l'existence de formes aujourd'hui disparues. Rapidement, les scientifiques constatèrent que les dinosaures s'étaient éteints, mais il restait à comprendre comment et pourquoi. Pendant longtemps, l'idée même d'une extinction massive fut difficile à accepter. Dès le début du XXe siècle, certains paléontologues proposaient que les dinosaures avaient simplement été supplantés par des groupes concurrents, en particulier les mammifères, dans un processus graduel de déclassement évolutionnaire. Cette théorie dite du déclin progressif envisageait une disparition lente liée à une incapacité des dinosaures à s'adapter aux changements environnementaux telles que les modifications climatiques ou végétales. Elle s'appuyait sur des observations de fossiles, où la diversité des dinosaures semblait en déclin, peu avant leur disparition. Dans les décennies qui suivirent, l'hypothèse d'une extinction brutale resta marginale. Pourtant, dès les années 1940 et 1950, certains chercheurs remarquèrent que la fin du Crétacé correspondait à un seuil très net dans les couches géologiques, pointant vers une disparition rapide et quasi simultanée de nombreuses espèces, y compris non seulement des dinosaures, mais aussi des ammonites et d'autres groupes marins. Ces observations favorisaient une vision catastrophiste, suggérant un événement soudain et global qui avait perturbé les écosystèmes sur toute la planète. Cependant, le débat entre gradualisme et catastrophisme était encore vif. Plusieurs théories émergèrent, colmatant les lacunes par des hypothèses diverses. L'une des premières fut l'idée d'un changement climatique prolongé, une hypothèse classique,
qui prévoyait un refroidissement progressif ou d'autres modifications environnementales trop rapides pour permettre aux dinosaures de s'adapter. D'autres avancèrent des explications géologiques, notamment l'hypothèse d'un volcanisme massif, évoquant les immenses épanchements de lave dans des zones telles que les trappes du Deccan en Inde. Ces éruptions auraient libéré de grandes quantités de gaz toxiques et de poussière, perturbant le climat de manière prolongée. Parallèlement, certaines théories beaucoup plus exotiques et parfois teintées d'éléments pseudo-scientifiques virent le jour, comme les interventions cosmiques récurrentes d'ondes gamma ou d'explosions d'étoiles proches. Ces idées, bien que fascinantes et parfois partiellement explorées, manquaient souvent de preuves concrètes et restèrent marginaux. C'est véritablement en 1980 que la théorie de l'impact météoritique bouleversa la communauté scientifique. Proposée par Luis Alvarez et ses collaborateurs, elle suggéra qu'un énorme astéroïde d'environ 10 km de diamètre était entré en collision avec la Terre, provoquant une catastrophe mondiale. Cette idée s'appuyait sur la découverte d'une couche riche en iridium, un métal rare sur Terre mais abondant dans les météorites, en stratigraphie partout dans le monde, précisément à la frontière entre le Crétacé et le Paléogène. Cette couche fine mais uniforme révélait un événement répandu ayant eu des conséquences dramatiques sur la biosphère. Cette hypothèse fit l'objet d'un intense travail multidisciplinaire. Géologues, paléontologues, chimistes et physiciens apportèrent ensemble des preuves supplémentaires, telles que la découverte du cratère de Chicxulub, enfoui sous la péninsule du Yucatan, dont la taille et l'âge correspondaient parfaitement à l'événement de fin Crétacé. Ainsi fut posée la pierre angulaire d'une thèse désormais dominante. La disparition des dinosaures aurait été déclenchée par un possible hiver d'impact, provoquant obscurcissement du ciel, chute des températures, incendies et effondrement des chaînes alimentaires. Toutefois, ce scénario seul ne suffit pas à expliquer toutes les nuances de la crise. De nombreux chercheurs soulignent encore aujourd'hui l'importance des facteurs multiples. Certains soulignent que cette extinction semble avoir été un processus complexe, combinant l'impact météoritique, le volcanisme intense et des changements environnementaux progressifs. Ce débat, souvent décrit par l'expression multicausalité, traduit la complexité d'un système planétaire où de nombreuses forces interagissent. Dès lors, les échanges entre différentes disciplines ont permis d'affiner la compréhension de cette extinction. Ces débats restent vifs et passionnés, révélant le caractère à la fois fascinant et difficile à saisir d'un événement qui a transformé le cours de la vie sur Terre. Ils invitent à reconnaître que les grandes extinctions ne sont pas seulement le fait d'un coup de théâtre unique, mais résultent souvent d'interactions subtiles entre de multiples phénomènes. Ainsi, l'histoire des grandes théories sur la disparition des dinosaures illustre parfaitement l'évolution de la pensée scientifique. Une quête constante d'explications, fondée sur l'observation, la critique, la découverte et l'esprit d'ouverture aux hypothèses nouvelles, tout en conservant un rigoureux scepticisme. Ce chemin complexe ouvre la voie au chapitre suivant, où nous examinerons en détail les preuves modernes qui confirment ou remettent en question ces hypothèses historiques. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, une révolution scientifique allait profondément bouleverser notre compréhension de la disparition des dinosaures et de nombreuses espèces préhistoriques. Cette révolution prit naissance avec l'hypothèse spectaculaire de l'impact d'un météorite géant, une idée qui venait bouleverser les visions prédominantes du déclin progressif ou des seuls facteurs volcaniques. Cette théorie, aujourd'hui largement acceptée,
a été solidement étayée par une série de découvertes capitales, notamment celle du cratère de Chicxulub. L'histoire commence véritablement en 1980, lorsque le physicien Luis Walter Alvarez, sauré à un prix Nobel, et son équipe publièrent une étude remarquable dans la revue Science. Ils avaient découvert une anomalie géochimique à la limite Crétacé-Paléogène, une couche sédimentaire située dans de nombreux sites à travers le globe, qui se caractérisait par une concentration anormalement élevée d'iridium, un métal extrêmement rare sur Terre, mais commun dans les météorites et les astéroïdes. Cette surabondance mondiale d'iridium suggérait une source extraterrestre, ce qui fut une première preuve indirecte que la Terre avait été frappée par un corps cosmique massif à cette époque précise. Cette couche de sédiments, appelée le niveau KPG, marque la transition entre deux grandes ères géologiques et correspond à la période de disparition soudaine des dinosaures et de nombreuses autres espèces. Cependant, pour confirmer cette hypothèse, il fallait trouver un impact suffisamment important, capable de provoquer une calamité climatique et écologique d'une telle ampleur. C'est là qu'intervint la découverte capitale du cratère de Chicxulub. Situé sous la péninsule du Yucatan, au Mexique, ce cratère d'environ 180 km de diamètre fut détecté dans les années 1990 grâce aux données géophysiques recueillies lors de recherches pétrolières et à des campagnes d'imagerie sismique. Son immense taille, l'âge très précis estimé à environ 66 millions d'années, coïncidant avec la limite KPG, firent rapidement de ce site la meilleure candidate pour le site d'impact. Les caractéristiques géologiques du cratère sont impressionnantes. Une structure en forme d'anneau, vestige d'un impact colossal, accompagné de dépôts de roches fondues, de traces d'éjectases, ces matériaux projetés dans l'atmosphère lors de l'impact, et de formations associées à des ondes de choc gigantesques. Ces indices sont autant de preuves directes de la violence extrême de l'événement. Au-delà de la structure elle-même, des simulations physiques et chimiques ont renforcé la validité de cette hypothèse. L'impact d'un astéroïde de 10 à 15 km de diamètre aurait libéré une énergie équivalente à plusieurs milliards de fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima, provoquant à l'instant même une onde de choc planétaire, des incendies géants, des tsunamis d'une ampleur sans précédent, ainsi qu'une injection massive de poussière et de gaz dans l'atmosphère. Cette injection, composée notamment de particules fines, de sulfate et de gaz toxiques, aurait obstrué la lumière du Soleil pendant des mois, entraînant ce que l'on appelle un hiver d'impact. Sans lumière, la photosynthèse aurait cessé, provoquant un effondrement rapide des réseaux trophiques, tant terrestres que marins. La chaîne alimentaire se serait ainsi brisée, condamnant nombre d'espèces incapables de s'adapter rapidement à cette situation critique. L'impact géant explique également pourquoi certaines espèces disparurent brutalement dans les couches géologiques supérieures, alors que d'autres, plus petites ou plus résilientes, survécurent. Ce phénomène d'extinction sélective reste au cœur des études contemporaines. Par ailleurs, cette hypothèse compte aujourd'hui des validations croisées issues de différentes disciplines. La géochimie, la paléontologie, la sismologie, la modélisation climatique et l'analyse des dépôts stratigraphiques concordent pour corroborer ce scénario. Les datations radiométriques précises ont confirmé la concomitance temporelle entre l'impact et le pic d'extinction. C'est ainsi que l'hypothèse de l'impact météoritique, initialement audacieuse et controversée, s'est imposée comme l'explication principale, même si elle ne peut être envisagée qu'au sein d'un cadre plus large, intégrant d'autres facteurs contribuant à l'effondrement biologique. La découverte de Chicxulub et la compréhension des mécanismes physiques de cet impact ouvrent un chapitre fascinant de la science, à la fois terrifiant et passionnant, car il illustre comment
un événement extérieur d'une violence inouïe a pu remodeler radicalement la trajectoire de la vie sur Terre. Cette révélation nous emmène désormais à examiner les conséquences immédiates de ce choc colossal pour les écosystèmes, une étape critique pour comprendre la disparition graduelle et parfois brutale des dinosaures et de nombreuses autres espèces. Lorsque l'énorme météorite d'environ 10 à 15 km de diamètre percuta la Terre, il y a environ 66 millions d'années. L'impact ne fut pas simplement un énorme choc localisé, mais un événement cataclysmique aux répercussions planétaires. Les conséquences immédiates de cette collision furent d'une ampleur et d'une violence inouïes, touchant la surface terrestre, les océans, l'atmosphère et bouleversant brutalement la vie sur toute la planète. L'impact créa instantanément un cratère gigantesque, celui que nous appelons aujourd'hui le cratère de Chicxulub, situé sous la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'énergie libérée par la collision était équivalente à des milliards de bombes atomiques, générant une onde de choc dévastatrice qui se propagea à travers la croûte terrestre. Ce choc provoqua le soulèvement massif de roches, projetées sous forme de débris incandescents à des centaines de kilomètres autour du point d'impact. L'un des premiers effets fut la production de tsunamis d'une hauteur et d'une force extraordinaires. Ces vagues géantes se propagèrent à travers tous les océans, balayant les côtes et les régions côtières sur des milliers de kilomètres. Les fossiles et les dépôts géologiques montrent une succession d'ondelettes massives qui recouvrèrent rapidement des plaines entières, entraînant la destruction rapide des habitats marins et terrestres proches du littoral. Ces tsunamis eurent donc un impact immédiat sur les formes de vie marines, côtières et les populations animales vivant près des rivages. Par ailleurs, l'impact déclencha d'immenses incendies à l'échelle planétaire. La chaleur intense générée par la retombée des matériaux incandescents enflammés embrasa d'innombrables forêts et étendues végétales sur plusieurs millions de kilomètres carrés. Ce feu gigantesque ne se limita pas à la région proche du cratère. Le ciel s'emplissait de cendres, de fumée et de particules brûlantes, déversant une pluie de chaleur sur toutes les régions terrestres. Cette combustion générale contribua au relâchement massif dans l'atmosphère de suie et de poussière fine, renforçant l'effet domino des perturbations climatiques. L'atmosphère terrestre fut dès lors gravement affectée. L'expulsion dans la stratosphère de milliards de tonnes de poussière, de cendres volcaniques et de composés sulfurés forma un voile dense qui obscurcit la lumière solaire. Ce nuage d'ombre réduisit considérablement la quantité de rayons solaires atteignant la surface, plongeant la planète dans une obscurité quasi permanente pendant de nombreux mois, voire des années. Cette obscurité eut plusieurs conséquences. La photosynthèse, le processus par lequel les plantes et certains micro-organismes captent la lumière pour produire leur énergie, fut gravement compromise. Les premières victimes de cette crise furent donc les plantes terrestres comme phytoplancton marin, qui virent leur capacité à survivre réduite à néant sur de vastes zones. Cette perte progressive des producteurs primaires entraîna un effondrement en cascade des réseaux alimentaires, affectant tout autant les herbivores que les carnivores, sur terre comme en mer. Le refroidissement climatique qui s'ensuivit, souvent qualifié d'hiver d'impact, fut également marqué par une chute brutale de la température globale, qui plongea la planète dans une phase glaciale forcée. Ce brutal refroidissement suivit l'obscurcissement solaire, amplifiant la détresse des organismes vivants, déjà confrontés à la diminution de leur énergie disponible. La combinaison d'un obscurcissement prolongé et d'un refroidissement intense prolongé fut donc fatale à une grande partie de la biodiversité. En somme, l'impact du météorite
causa une série d'effets immédiats dévastateurs. Des tsunamis titanesques ravageant les côtes, des incendies généralisés consumant d'immenses surfaces terrestres, et l'obscurcissement de l'atmosphère, bloquant la lumière solaire vitale. Ces phénomènes, conjugués et se renforçant mutuellement, mirent à rude épreuve les capacités d'adaptation des êtres vivants, provoquant une extinction massive et rapide, frappant en particulier les grands reptiles tels que les dinosaures. Dans cette séquence dramatique, chaque élément joua un rôle clé dans la chute de ces anciennes espèces royales. Et il est fascinant de constater à quel point la Terre, malgré sa robustesse, est sensible à des événements venus de l'espace. Après cette phase d'horreur immédiate, la planète entama un long processus de rééquilibrage écologique et climatique, qui sera l'objet des analyses dans les sections à venir. Après l'impact cataclysmique du météorite à Chicxulub, la Terre est entrée dans une phase critique caractérisée par un refroidissement global, brutal, souvent qualifié d'hiver d'impact. Ce phénomène fut causé par l'obscurcissement prolongé de l'atmosphère, engendré par l'injection massive de poussière, de cendres, de suie et de gaz sulfurés dans la stratosphère. Ces particules ont formé un voile dense qui a considérablement réduit la pénétration de la lumière solaire à la surface de la planète, plongeant ainsi la biosphère dans une obscurité étendue et durable. Cette restriction dramatique de la lumière a provoqué l'effondrement presque total de la photosynthèse, source primaire d'énergie pour la plupart des écosystèmes terrestres et marins. Les plantes terrestres virent rapidement leur production diminuer, et beaucoup succombèrent, faute de lumière nécessaire pour leur survie. Dans les océans, le phytoplancton, base cruciale de la chaîne alimentaire marine, connut un déclin sévère. La privation de lumière entrava la reproduction et la croissance de cet ensemble de micro-organismes essentiels. L'effondrement de la photosynthèse eut des conséquences en cascade sur les réseaux trophiques. Les herbivores, privés de leur alimentation végétale, périrent en grand nombre, ce qui entraîna à son tour le déclin des carnivores qui dépendaient d'eux. Sur Terre, les grands dinosaures herbivores furent parmi les premières victimes de cette fin généralisée, rapidement suivis par les prédateurs qui ne pouvaient plus trouver suffisamment de proies. En milieu marin, la raréfaction du phytoplancton réduisit la nourriture disponible pour les petits organismes planctoniques herbivores, comme le zooplancton, qui formait la base de la consommation à plus haute échelle pour les poissons et les reptiles marins. Le déclin simultané de ces communautés eut pour résultat la disparition progressive des ammonites, des bélemnites et des grands reptiles marins comme les mosasaures et les plésiosaures. Dans ce contexte de famine généralisée et de conditions environnementales extrêmes, seuls certains organismes capables de se nourrir de manière plus flexible ou disposant de réserves suffisantes purent survivre. Les petits mammifères, nichant souvent dans des terriers protégés, ainsi que quelques oiseaux primitifs apparus à la fin du Crétacé, bénéficièrent de cette capacité d'adaptation, ce qui leur permit de traverser cette crise majeure. L'hiver d'impact fut donc non seulement un épisode de refroidissement climatique brutal, mais surtout une période d'effondrement écologique et trophique, où la disparition rapide des espèces supérieures déclencha un bouleversement complet des réseaux alimentaires terrestres et marins. Cette phase d'effacement des communautés vivantes ouvre la voie à la reconstruction progressive des écosystèmes que nous étudierons dans les prochaines sections. Parallèlement à l'impact météoritique de Chicxulub, une autre force géologique majeure, venue des profondeurs de la Terre elle-même, a joué un rôle déterminant dans le bouleversement environnemental de la fin du Crétacé, les éruptions volcaniques massives des trappes du Décan en Inde. Ces gigantesques effusions de lave, qui s'étendirent sur des centaines de milliers d'années, ont profondément modifié le climat
l'atmosphère ainsi que la chimie des océans, contribuant ainsi à aggraver la crise biologique qui menait à l'extinction massive. Les trappes du Deccan correspondent à l'un des plus grands ensembles volcaniques au monde, couvrant une surface aujourd'hui d'environ 500 000 km², mais qui était encore plus étendue dans le passé. Ce territoire fut le théâtre d'éruptions violentes et répétées, délivrant d'immenses volumes de lave basaltique fluide, mais aussi d'énormes quantités de gaz volcaniques, tels que le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone, le méthane et d'autres composés volatiles. Ces émissions ont eu un impact direct et profond sur le climat mondial. Le dioxyde de soufre injecté dans la stratosphère forma des aérosols sulfurés, des particules qui réfléchissent la lumière solaire loin de la surface terrestre, provoquant un refroidissement planétaire temporaire, un effet souvent comparé à un hiver volcanique. Ce refroidissement, qui pouvait durer des années, affectait la photosynthèse et la croissance des plantes, conduisant à des perturbations majeures dans les réseaux trophiques terrestres. Mais ces gaz volcaniques n'agissaient pas uniquement par leur effet refroidissant. Le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, s'accumulait progressivement dans l'atmosphère, contribuant à des périodes ultérieures de réchauffement climatique. Cette alternance d'effets de refroidissement et de réchauffement générait des fluctuations climatiques importantes, accentuant l'instabilité écologique sur le long terme. Du point de vue océanique, les émissions volcaniques massives ont aussi contribué à l'acidification progressive des eaux. La dissolution des gaz volcaniques acides dans les océans augmenta l'acidité des eaux, ce qui eut des effets délétères sur de nombreuses espèces marines, notamment les organismes à coquilles calcaires, comme les ammonites, les foraminifères et les coraux, qui souffraient de la dissolution de leur structure calcaire. Par ailleurs, la libération importante de composés toxiques pouvait également avoir engendré des phénomènes d'anoxie locale, c'est-à-dire des zones des océans où la teneur en oxygène plongeait à des niveaux mortels pour la faune marine. Ces perturbations cumulées ont fragilisé les masses océaniques, accentuant les crises de biodiversité, avec une cascade d'extinctions marines survenant souvent en parallèle à celles observées sur Terre. La coïncidence temporelle des phases majeures d'éruption des trappes du Deccan avec la limite Crétacé-Paléogène, ainsi que la présence de traces géochimiques dans les sédiments datant de cette période, en font aujourd'hui un facteur clé dans la compréhension de l'extinction massive. Néanmoins, les débats scientifiques soulignent qu'il ne s'agissait pas d'un événement unique et isolé, mais probablement d'un processus synergique où l'impact du météorite et les éruptions volcaniques se conjuguèrent, multipliant leurs effets destructeurs. En somme, les éruptions des trappes du Deccan représentent une source majeure de stress environnemental à la fin du Crétacé. Leur influence sur le climat instable, la chimie atmosphérique altérée et l'acidification des océans fut un élément crucial qui a précipité la disparition massive de la biodiversité. Ce contexte volcanique intense crée un décor nécessaire pour comprendre les interactions complexes entre forces terrestres et cosmiques qui façonnèrent radicalement le destin de la vie sur notre planète. Après avoir exploré l'importance de ces éruptions, la prochaine étape sera de comprendre comment ces phénomènes ont pu interagir avec l'impact météoritique pour produire une extinction aux conséquences si profondes et durables. À la croisée des phénomènes terrestres et cosmiques, la fin du Crétacé illustre une période où deux forces naturelles d'une ampleur colossale ont cohabité, peut-être même interagi de manière synergique. L'impact dévastateur du météorite de Chicxulub et les vastes éruptions volcaniques des trappes du Deccan en Inde. Comprendre comment ces deux événements majeurs ont pu se combiner ou s'amplifier mutuellement est une pièce essentielle
pour saisir les causes complexes de l'extinction massive qui a marqué cette époque. Dès leurs découvertes respectives, les scientifiques ont été intrigués par la simultanéité temporelle apparente entre ces deux phénomènes. En effet, les analyses géochronologiques précises montrent que les phases les plus intenses des éruptions volcaniques du Décane se sont produites très peu de temps avant, pendant, voire immédiatement après, l'impact météoritique. Cette convergence soulève la question de possibles interactions directes ou indirectes entre ces deux cataclysmes. L'impact du météorite, par la libération instantanée d'une énergie colossale, a généré non seulement une onde de choc globale, mais aussi des vibrations sismiques majeures, semblables à un séisme d'une magnitude exceptionnelle. Ces secousses ont probablement affecté la croûte terrestre à des milliers de kilomètres du point d'impact. Certaines hypothèses suggèrent que cette onde de choc sismique aurait pu déclencher ou intensifier l'activité volcanique de la région du Décane, déjà instable, en abaissant les pressions magmatiques ou en ouvrant de nouvelles fractures dans la croûte terrestre, menant à une plus grande libération de lave et de gaz volcaniques. Ainsi, l'impact peut avoir joué un rôle de déclencheur de cette phase hyperactive volcanique, exacerbant les émissions déjà importantes des trappes. Cette suractivité contribuerait alors à prolonger et amplifier les désordres climatiques initiés par l'impact lui-même. Le rejet massif simultané ou successif de gaz volcaniques à effet de serre et de particules réfléchissant la lumière aurait engendré dans un premier temps un hiver volcanique, suivi d'un réchauffement progressif, accentuant le stress écologique. À l'inverse, certains chercheurs avancent l'idée que le volcanisme intensif des Décanes, en modifiant la dynamique tectonique, aurait pu favoriser la trajectoire et les conséquences du météorite. Bien que cette théorie soit moins répandue, elle souligne la complexité des interactions entre chaînes géologiques et événements extraterrestres. Les effets conjugués de l'impact et du volcanisme auraient eu des ramifications multiples. Outre l'obscurcissement durable de l'atmosphère et le refroidissement global, ils auraient provoqué des acidifications océaniques, une contamination atmosphérique intense, des pluies acides dévastatrices et une multiplicité de bouleversements écologiques. Ces facteurs combinés rendaient les environnements terrestres et marins particulièrement inhospitaliers, empêchant les écosystèmes de retrouver rapidement un équilibre stable. De manière fascinante, cette double cause intensifie le concept de stress écologique cumulative, où plusieurs facteurs de perturbation se superposent, réduisant considérablement la capacité d'adaptation des organismes vivants. Ce scénario explique pourquoi l'extinction de la fin du Crétacé fut si massive et affecta un grand nombre d'espèces dans différents milieux. Enfin, ces interactions complexes entre impact météoritique et volcanisme massif illustrent l'importance d'adopter une vision holistique, multidisciplinaire et nuancée de la fin du Mésozoïque. Il ne s'agit pas seulement d'identifier une cause unique, mais de comprendre comment des forces multiples, souvent indépendantes mais convergentes, ont collaboré, d'une certaine manière, pour façonner ce tournant majeur dans l'histoire de la vie sur Terre. Cette compréhension ouvre la voie à l'étude des conséquences écologiques précises de ces événements, ainsi qu'aux mécanismes de survie et d'adaptation qui ont suivi l'extinction elle-même, que nous examinerons dans les sections suivantes. Alors que les théories explosives de l'impact météoritique et des gigantesques éruptions volcaniques ont largement marqué les esprits dans l'explication de la disparition des dinosaures, il est essentiel de considérer également l'hypothèse des changements progressifs, un scénario qui met en lumière l'importance des transformations lentes et continues ayant affecté la Terre au cours de la fin du Crétacé. Cette approche insiste sur une série de phénomènes naturels liés à la fragmentation des continents, à la baisse du niveau des mers
ainsi qu'aux variations climatiques, qui ont façonné un environnement de plus en plus hostile, où la faune et la flore peinaient à s'adapter. Dès la fin du Jurassique et tout au long du Crétacé, la Pangée, le supercontinent originel, s'est progressivement fragmenté en plusieurs masses continentales, dérivant lentement vers leurs positions actuelles. Cette fragmentation tectonique modifia profondément la géographie globale, isolant parfois des populations animales et végétales sur des îles ou des territoires limités. Cette réduction des échanges génétiques favorisait l'endémisme, mais augmentait aussi la vulnérabilité des espèces face au changement, car l'isolement réduisait leur capacité d'adaptation et de migration. En parallèle, la configuration géographique modifia les courants océaniques et atmosphériques, entraînant une restructuration des climats régionaux. Ces changements pouvaient en droit déstabiliser la météo locale, avec des phénomènes climatiques plus extrêmes ou imprévisibles, comme des sécheresses intermittentes, des variations de température ou des épisodes de pluies intenses qui impactaient directement la végétation. Un autre élément fondamental de cette hypothèse est la baisse progressive du niveau des mers, un phénomène appelé régression marine. Au Crétacé supérieur, cette baisse commença à réduire la taille des mers intérieures, zones riches en biodiversité et qui abritaient de nombreux habitats essentiels pour la vie marine et parfois terrestre. La réduction de ces espaces eut pour effet d'augmenter la compétition entre espèces, ainsi que leur exposition aux changements environnementaux. La contraction des zones littorales affecta également les écosystèmes associés, notamment les récifs coralliens et les mangroves, qui servaient souvent de nurserie pour une grande partie de la faune marine. Ces exigences environnementales croissantes, combinées à la fragmentation des habitats naturels, provoquèrent un ralentissement de la diversification biologique. Certaines espèces, plus généralistes et mobiles, surent migrer vers de nouveaux territoires ou s'adapter, tandis que d'autres, plus spécialisées ou endémiques, virent leur survie menacée. Cette progression vers une crise écologique majeure fut donc lente, mais régulière. Concernant le climat, les analyses sédimentologiques et isotopiques révèlent une tendance vers un refroidissement progressif, même si des fluctuations se produisirent dans l'ensemble. Cette tendance baissa les températures moyennes à l'échelle globale, modifia les cycles saisonniers et provoqua l'apparition d'hivers plus longs ou plus rigoureux dans certaines régions. Ce refroidissement affecta la végétation, favorisa la formation de zones climatiques plus contrastées et mena par ricochet à des modifications dans la dynamique des populations animales. Ainsi, le scénario des changements progressifs présente une Terre en pleine transformation, où des pressions cumulées aux échelles locales, régionales et enfin globales construisaient un contexte de vulnérabilité accrue. L'idée n'est pas que ces changements aient causé seuls la disparition des dinosaures ou d'autres espèces, mais qu'ils aient fragilisé les écosystèmes, préparant le terrain à des crises d'extinction plus brutales, telles que celles provoquées par l'impact météoritique. Cette vision est importante car elle remet en perspective la séquence historique, rappelant que la biosphère du Crétacé supérieur n'était pas figée dans un état stable et parfait, mais traversait des fluctuations et des défis constants. En combinant une compréhension fine des phénomènes géologiques lents avec les événements catastrophiques, les scientifiques s'approchent aujourd'hui d'une vision plus intégrée des causes ayant mené à cette disparition massive. Nous verrons donc que ces changements environnementaux progressifs doivent être envisagés comme un facteur clé dans la cascade d'événements menant à la grande extinction, un contexte dans lequel la vie était moins résiliente, moins capable d'affronter des chocs soudains, mais aussi éminemment adaptatifs sur le long terme. Au cœur des réflexions sur les causes de la disparition des dinosaures et de nombreuses espèces préhistoriques,
l'hypothèse du rôle des maladies et des parasites dans la fragilisation des populations prend une place plus importante, même si elle reste difficile à prouver directement à cause des limites des archives fossiles. Pourtant, les chercheurs considèrent aujourd'hui que les agents pathogènes ont pu contribuer de manière subtile mais significative à rendre certaines populations plus vulnérables face aux bouleversements environnementaux et aux autres facteurs de stress à la fin du Crétacé. L'idée que les maladies infectieuses ou parasitaires aient joué un rôle dans les extinctions de masse n'est pas nouvelle. Elle est même observée à diverses échelles dans l'histoire de la vie. En période de stabilité écologique, les parasites et agents pathogènes font partie intégrante des réseaux trophiques, régulant souvent les populations hôtes sans provoquer de cataclysme. Cependant, lorsque les écosystèmes sont perturbés, ces relations peuvent devenir déséquilibrées, menant à des flambées épidémiques qui affaiblissent fortement les populations. À la fin du Crétacé, la fragilisation environnementale provoquée par les divers facteurs climatiques, géologiques et cosmiques a sans doute diminué les capacités immunitaires de nombreuses espèces, augmentant leur sensibilité aux infections. Les animaux déjà stressés par la famine, le refroidissement ou la perte d'habitat peuvent devenir des vecteurs et réservoirs plus faciles pour les maladies, facilitant leur propagation rapide. Chez les dinosaures, qui formaient des populations souvent denses et regroupées, la transmission d'agents pathogènes aurait pu être particulièrement efficace, causant des baisses démographiques sévères avant même les événements majeurs. Les parasites, souvent invisibles dans le registre fossile, jouent pourtant un rôle important dans l'histoire évolutive des hôtes. Les poux, tiques, nématodes ou protozoaires, par exemple, auraient pu affecter la santé, la reproduction ou la survie des animaux. La présence de plumes chez certains dinosaures théropodes offre même la possibilité qu'ils aient hébergé des parasites externes, similaires à ceux des oiseaux modernes, accentuant les risques. Par ailleurs, certaines maladies infectieuses auraient pu émerger avec l'augmentation des contacts entre populations d'animaux isolés par la fragmentation géographique, favorisant des échanges pathogènes auxquels les individus n'étaient pas préparés. Ce phénomène d'émergence de maladies nouvelles, maladies émergentes, est aujourd'hui bien documenté dans les écosystèmes modernes et pourrait s'être produit également à l'ère mésozoïque. Ces facteurs parasitaires et pathogènes, bien que difficiles à quantifier, participent alors à un scénario où la fragilisation systémique des populations précède et facilite l'extinction. Ils ne constituent pas la cause principale, mais agissent comme un multiplicateur des effets d'autres stress environnementaux, amplifiant ainsi le déclin. Cette hypothèse remet en perspective l'extinction comme un phénomène complexe, multifactoriel, intégrant non seulement des événements d'origine externe, comme l'impact météoritique, mais aussi des interactions biologiques internes à la biosphère. Elle ouvre des pistes passionnantes pour mieux comprendre les mécanismes biologiques qui, parfois dans l'ombre, participent aux grandes crises de la vie sur Terre. Ainsi, le rôle des maladies et des parasites dans la fragilisation des populations préhistoriques est une pièce importante du puzzle, qui nous rappelle que la vulnérabilité des espèces ne dépend pas uniquement des facteurs extérieurs, mais aussi de la dynamique, parfois fragile, des relations entre organismes vivant dans un équilibre délicat. La grande extinction de la fin du Crétacé, survenue il y a environ 66 millions d'années, a entraîné la disparition massive d'espèces, parmi lesquelles les célèbres dinosaures non aviens. Pourtant, tous les groupes n'ont pas été effacés de la surface de la Terre. Certains ont survécu à cette crise majeure, et comprendre pourquoi certains animaux ont traversé cette épreuve alors que d'autres ont disparu reste un enjeu central de la paléontologie moderne et de la biologie de l'évolution. La disparition sélective observée
est un phénomène fascinant qui découle d'une combinaison complexe de facteurs biologiques, écologiques et environnementaux. Les dinosaures non aviens, pourtant très diversifiés et dominants dans bien des écosystèmes terrestres, ont été presque entièrement exterminés, tandis que d'autres groupes, comme les premiers oiseaux, les dinosaures aviens, les mammifères, ainsi que certains reptiles, comme les crocodiliens, ont survécu et même prospéré par la suite. Une des explications majeures réside dans la taille corporelle. Les espèces plus petites, dotées de cycles de reproduction plus rapides, pouvaient plus facilement s'alimenter à partir de ressources limitées et s'adapter à des niches écologiques restreintes. Les petits mammifères, souvent insectivores ou omnivores, pouvaient se nourrir de matières organiques variées, y compris de déchets biologiques, de graines ou d'insectes, qui restèrent disponibles même après la disparition des producteurs primaires. Cette flexibilité alimentaire fut un avantage décisif face aux cataclysmes. De même, les premiers oiseaux, héritiers directs des petits théropodes à plumes, avaient souvent un régime alimentaire diversifié et une taille corporelle modeste, des traits essentiels permettant de traverser les conditions difficiles. Leur capacité au vol leur a sans doute permis d'échapper à certains dangers locaux, de trouver de nouvelles ressources et d'éviter les prédateurs terrestres en déclin. Les crocodiles, eux, malgré leur grande taille dans certains cas, possédaient une physiologie adaptée à des économies d'énergie importantes, avec une capacité à survivre plusieurs périodes de jeûne. Leur mode de vie semi-aquatique offrait également une certaine protection et une meilleure résistance aux oscillations climatiques et à la raréfaction temporaire des ressources terrestres. Les modes de reproduction ont aussi probablement joué un rôle dans cette survie différentielle. Par exemple, les mammifères et oiseaux élèvent leurs petits, ce qui favorise la protection et la transmission de comportements qui optimisent la survie dans un environnement hostile. En revanche, beaucoup de grands dinosaures étaient ovipares, avec des soins parentaux inconnus ou limités, ce qui pouvait rendre leurs jeunes très vulnérables aux perturbations écologiques. Les habitudes écologiques, comme la capacité à exploiter différents habitats ou à adopter une activité nocturne, ont également influencé la survie. Les mammifères, souvent nocturnes, auraient ainsi évité la compétition et les prédateurs directs, tandis que certains oiseaux pouvaient migrer ou voler vers des zones plus favorables. Enfin, la plasticité comportementale et génétique, c'est-à-dire la capacité à évoluer rapidement ou à adopter de nouveaux comportements, a favorisé la résilience face aux bouleversements brutaux. Ces mécanismes d'adaptation rapide étaient en général plus développés chez les petits organismes à haut taux de reproduction que chez les grands reptiles à croissance lente. En résumé, la disparition sélective lors de la grande extinction de la fin du Crétacé résulte d'une interaction complexe entre des caractéristiques biologiques intrinsèques, taille, reproduction, métabolisme, comportement, et des facteurs écologiques et environnementaux, dont la disponibilité des ressources et la capacité à exploiter différents habitats. Cette survie différenciée prépare le terrain à l'ère nouvelle, qui s'ouvre ensuite, où mammifères et oiseaux, entre autres, connaîtront une radiation évolutive explosive, façonnant la biodiversité contemporaine. Cette compréhension profonde de la disparition sélective éclaire non seulement un pan majeur de l'histoire de la vie, mais offre aussi des enseignements précieux sur les facteurs qui déterminent la résilience ou la vulnérabilité des espèces face aux crises. Un sujet plus que jamais d'actualité dans le contexte des bouleversements écologiques actuels. À la fin du Crétacé, l'extinction massive qui frappa la vie terrestre toucha aussi profondément les écosystèmes marins, provoquant un effondrement spectaculaire de la biodiversité océanique. Parmi les victimes les plus emblématiques figurent les ammonites, les mosasaures et de nombreux autres groupes marins, victimes de ce que l'on appelle aujourd'hui des extinctions en chaîne,
où la disparition d'un groupe entraîne celle d'autres populations liées dans le réseau trophique. Ce phénomène illustre à merveille la fragilité et l'interdépendance des écosystèmes marins face aux bouleversements environnementaux d'envergure. Les ammonites, ces céphalopodes à coquilles en spirale, qui avaient prospéré pendant des millions d'années, sont parmi les symboles les plus frappants de cette extinction. Leur disparition soudaine coïncide précisément avec la limite Crétacé-Paléogène. Et pourtant, ces créatures avaient été jusque-là extrêmement abondantes et diversifiées à la fois en termes de taille, de forme et d'habitat. Leur rôle essentiel dans les chaînes alimentaires marines, comme proie pour de nombreux poissons et reptiles marins, témoigne de leur importance écologique. La raréfaction progressive des ammonites avant leur disparition complète pourrait être liée à plusieurs facteurs. Ceintures océaniques plus restreintes, acidification des océans et réduction de la productivité marine due à la chute de la photosynthèse. Le cas des mosasaures est également édifiant. Ces lézards marins géants, parfois comparés aux orques modernes par leur niche écologique, étaient les prédateurs de sommet des mers durant la fin du Crétacé. Leur anatomie spécialisée, capable de mouvements rapides et puissants, ainsi que leur régime carnivore, les plaçait au sommet de la chaîne alimentaire marine. Cependant, cette spécialisation fut aussi leur faiblesse. Avec la chute brutale des proies et la perturbation des écosystèmes marins, les mosasaures virent leurs ressources se tarir rapidement. Le déclin des ammonites et d'autres petits vertébrés marins sut éliminer la base alimentaire de ces superprédateurs. Par ailleurs, d'autres groupes tels que les plésiosaures, les tortues marines et certains poissons carnivores subirent aussi de lourdes pertes. Les causes principales évoquées incluent notamment l'obscurcissement de la lumière solaire, causé par l'impact météoritique et le volcanisme, qui affecta sévèrement la photosynthèse marine, entraînant un effondrement de la productivité primaire. Ce déclin eut pour effet une cascade d'extinction secondaire chez les organismes dépendants. De plus, les modifications chimiques de l'eau, notamment l'acidification rapide induite par les gaz volcaniques et l'apport massif de matières incandescentes, eurent des effets délétères sur les organismes à coquilles calcaires fragiles, y compris les foraminifères et les coraux, empêchant la reconstitution rapide des habitats et des zones favorables à la vie marine. Dans certains bassins océaniques, l'anoxie, la carence en oxygène, se développa, créant des zones mortes où la vie fut impossible. Ces poches d'eau morte s'étendaient progressivement, réduisant terre de survie pour nombre d'espèces marines. Ce phénomène joue un rôle majeur dans plusieurs extinctions marines historiques et semble avoir été fortement présent à la fin du Crétacé. Ainsi, l'effondrement des écosystèmes marins ne fut pas une succession d'extinctions isolées, mais un processus en chaîne hybride, où le dérèglement d'une partie de la chaîne alimentaire entraîna le déclin rapide d'autres groupes. Ce phénomène démontre à quel point la vie marine est interdépendante et sensible aux perturbations globales. Cette crise écologique affecta également la diversité génétique et la capacité d'adaptation des organismes marins, retardant la récupération des écosystèmes pendant plusieurs millions d'années dans la période post-extinction. L'étude des couches sédimentaires, des fossiles et des analyses isotopiques nous permettent aujourd'hui de reconstruire cette séquence tragique et complexe, où la vie marine fut soumise à un test d'une brutalité exceptionnelle. Cet effondrement ouvre la voie à la profonde transformation des océans qui suivra, marquant la transition vers des faunes nouvelles et des écosystèmes remodelés. Dans la continuité, nous explorerons comment certaines espèces ont tenté d'adapter leur stratégie pour survivre face à ces crises colossales, à une époque charnière pour la vie sur notre planète. Face aux bouleversements majeurs
qui ont rythmé l'histoire de la Terre, notamment durant la fin du Crétacé avec la grande extinction. Les espèces vivantes ont dû déployer une incroyable diversité de stratégies pour tenter de survivre, ou, souvent, elles ont disparu. À travers cette période critique, les mécanismes d'adaptation et les causes d'extinction se sont entrelacés, révélant la complexité des processus évolutifs en jeu lors des crises environnementales. L'adaptation désigne l'ensemble des changements morphologiques, physiologiques, comportementaux ou écologiques qu'une espèce peut mettre en œuvre pour survivre dans un environnement changeant. Ces adaptations peuvent être lentes, fruits de mutations génétiques accumulées sur plusieurs générations, ou plus rapides, reposant sur la plasticité phénotypique, c'est-à-dire la capacité d'un individu à modifier son comportement ou sa physiologie sans changement génétique durable. Durant les crises environnementales, comme celle de la fin du Crétacé, les espèces les plus généralistes, capables de diversifier leur régime alimentaire ou leur habitat, possèdent généralement un avantage. Par exemple, les petits mammifères omnivores pouvaient consommer une grande variété de ressources résiduelles, ce qui leur permit de survivre pendant que d'autres animaux carnivores ou herbivores stricts s'éteignaient faute de nourriture disponible. Cette flexibilité alimentaire est une forme d'adaptation clé en période de pénurie. Certaines espèces présentent aussi des adaptations physiologiques remarquables. Les crocodiliens, par exemple, sont capables de ralentir leur métabolisme et de survivre à de longues périodes sans nourriture, ce qui fut crucial pour passer les périodes de vaches maigres induites par les bouleversements climatiques et écologiques. Des comportements tels que la migration, la reproduction rapide ou l'habitat dans des refuges sécurisés sont d'autres stratégies qui ont permis à certaines espèces de voir au-delà des crises. Cependant, ces capacités d'adaptation ont leurs limites. Lorsque les changements sont trop rapides, trop étendus ou combinés à d'autres stress environnementaux, de nombreuses espèces ne parviennent pas à suivre. C'est la voie de l'extinction. Cette disparition peut être brutale, comme pour les dinosaures non-aviens lors de l'impact de Chicxulub, ou progressive, lorsque les populations se délitent lentement à cause de la diminution des ressources, de la fragmentation des habitats et des pressions compétitives accrues. Dans certains cas, l'extinction est également sélective. Les espèces spécialisées, c'est-à-dire celles qui dépendent étroitement d'un type précis d'alimentation ou d'habitat, sont plus vulnérables que les espèces généralistes. Par exemple, les grands herbivores à forte consommation de végétal spécifique ont souvent été incapables de soutenir les variations rapides de la végétation, alors que certaines espèces évoluant sur plusieurs habitats ont mieux résisté. Les extinctions peuvent aussi résulter de boucles de rétroaction écologique négatives. Quand la disparition d'une espèce perturbe l'équilibre de la chaîne alimentaire, elle peut entraîner la perte d'espèces auxquelles elle était liée, provoquant un effet domino. Cette dynamique fait partie intégrante de ce que l'on nomme l'effondrement des écosystèmes, phénomène central dans les extinctions en chaîne observées durant la crise du Crétacé. Au-delà de ces facteurs, la capacité à coloniser rapidement de nouveaux habitats ou à exploiter des niches écologiques vacantes permet également à certaines espèces d'émerger après les crises majeures. Cette dynamique de radiation évolutive se manifeste surtout après une extinction massive, lorsque de nombreux espaces écologiques libérés offrent des opportunités inédites. C'est le cas des mammifères, après la disparition des dinosaures non-aviens, qui ont pu prospérer et diversifier rapidement leurs formes et modes de vie. Ainsi, les stratégies d'adaptation ou les mécanismes d'extinction sont souvent le reflet d'un équilibre délicat entre la capacité biologique intrinsèque d'une espèce et la nature des pressions environnementales auxquelles elle est soumise.
Elles témoignent aussi de la complexité des interactions écologiques et évolutives qui gouvernent la survie dans un monde en perpétuel changement. Comprendre ces stratégies aujourd'hui nous permet non seulement de mieux saisir l'histoire ancienne de la vie sur Terre, mais aussi d'éclairer les défis contemporains de la biodiversité face aux multiples crises environnementales actuelles. Un enseignement capital pour envisager la préservation des espèces et la gestion durable des écosystèmes. Suite à la disparition soudaine et dramatique des dinosaures non-aviens à la fin du Crétacé, la Terre entama une phase fascinante de renouvellement biologique, marquant un tournant décisif dans l'histoire de la vie sur notre planète. Cette période, post-extinction, souvent appelée l'après-crise, fut caractérisée par une profonde transformation des écosystèmes et une explosion évolutive remarquable des mammifères, jusque-là petits et discrets, désormais prêts à conquérir de nouvelles niches écologiques laissées vacantes. Le phénomène central de cette ère fut la radiation évolutive des mammifères. Terme scientifique désignant l'apparition rapide de nombreuses nouvelles espèces issues d'un ancêtre commun, la radiation permit aux mammifères de s'adapter à une grande diversité de milieux et de modes de vie. Privés de la concurrence écrasante des grands reptiles et face à des environnements profondément modifiés, ces petits animaux commencèrent à grandir en taille et à diversifier leur alimentation, leur structure corporelle et leur comportement. Durant le Paléocène et l'Éocène, les mammifères explorèrent une variété de stratégies adaptatives. Certains deviendraient herbivores, d'autres carnivores, omnivores, voire spécialisés dans des régimes insectivores ou aquatiques. L'apparition des premiers primates, ancêtres éloignés de l'homme, ainsi que le développement des systèmes nerveux plus complexes et des organes sensoriels sophistiqués, témoignent également de cette période d'innovation biologique intense. Cette diversification fut accompagnée d'un remodelage des écosystèmes terrestres. Les forêts denses et chaudes du Paléogène constituaient des habitats propices à cette prolifération. Les mammifères remplissaient désormais de nombreuses fonctions écologiques, consommateurs primaires, prédateurs, opportunistes et même constructeurs d'habitats, modifiant les relations interespèces et les chaînes alimentaires. Cette dynamique permit une stabilité relative nouvelle pour les écosystèmes après la grande instabilité de l'extinction. Parallèlement, les océans virent aussi l'émergence et la diversification de mammifères marins, comme les cétacés, baleines et dauphins, qui dérivèrent progressivement de leurs ancêtres terrestres pour conquérir les profondeurs. Ce passage montre la capacité évolutive et adaptative des mammifères dans des niches variées. Le renouvellement de la vie n'était pas limité aux mammifères. Les oiseaux, descendants des dinosaures aviens, connurent également une radiation évolutive marquante, occupèrent des niches aériennes et terrestres, tandis que les plantes à fleurs continuèrent leur expansion, modifiant et enrichissant les ressources alimentaires disponibles. Toutefois, cette période ne fut pas sans défis. Les mammifères durent faire face à des variations climatiques, des changements géologiques et des interactions écologiques complexes. Leur succès évolutif a donc été un mélange d'opportunités offertes par la disparition des dinosaures et d'une faculté adaptative remarquable à un environnement instable. En résumé, l'après-crise marque un nouveau chapitre de la vie sur Terre, un réveil biologique qui fit émerger les mammifères comme groupe dominant et prépara peu à peu la scène pour la diversité animale moderne, y compris l'apparition des humains des millions d'années plus tard. Cette étape souligne la résilience et la capacité de renouvellement de la vie à travers les âges, offrant un regard optimiste sur les conséquences évolutives des crises majeures. Les études paléontologiques jouent un rôle crucial dans notre compréhension du scénario de l'extinction massive qui a marqué la fin du Crétacé.
À travers l'examen minutieux des fossiles et l'analyse précise des isotopes chimiques présents dans les sédiments, les scientifiques ont pu reconstituer les événements qui ont conduit à la disparition de nombreuses espèces, dont les célèbres dinosaures non aviens. Cette discipline, combinant observation, méthodes analytiques modernes et interdisciplinarité, nous ouvre une fenêtre unique sur un passé lointain, aux mécanismes complexes et fascinants. Avant tout, les fossiles constituent les témoins directs de la vie ancienne. Leur distribution stratigraphique, c'est-à-dire leur position dans les différentes couches géologiques, révèle l'évolution de la biodiversité à travers le temps. Or, à la limite Crétacé-Paléogène, les paléontologues ont observé une disparition soudaine et dramatique de nombreux groupes, ainsi qu'un effondrement marqué de la diversité fossile. Cette coupure nette dans les dossiers fossiles détermine le cadre temporel de l'extinction et indique qu'elle s'est produite sur une période relativement courte à l'échelle géologique. Par ailleurs, l'étude des types et des états des fossiles éclaircit les conditions environnementales. Par exemple, la présence de fossiles d'animaux très fragmentés ou brûlés témoigne d'un stress écologique extrême. Les changements dans la composition des espèces successives révèlent comment certains groupes ont décliné, tandis que d'autres se répandaient ou apparaissaient, suggérant une restructuration écologique progressive ou violente. Pour aller plus loin, les scientifiques utilisent l'analyse isotopique, un outil puissant permettant d'étudier la composition chimique des éléments dans les roches et fossiles. Les isotopes du carbone, de l'oxygène ou du strontium notamment, participent à reconstituer les conditions climatiques et océanographiques à l'époque de l'extinction. Par exemple, le rapport entre différents isotopes du carbone indique la productivité biologique des océans ou des terres, tandis que celui des isotopes de l'oxygène renseigne sur les températures anciennes. Les variations abruptes des signatures isotopiques autour de la limite KPG montrent des perturbations majeures du cycle du carbone et de la température globale, confirmant le bouleversement environnemental provoqué soit par l'impact météoritique, soit par les éruptions volcaniques, ou par une combinaison des deux. Ces preuves isotopiques s'harmonisent avec les données fossiles pour constituer un récit cohérent de la crise écologique. De plus, les analyses des traces chimiques comme la présence d'iridium, un métal rare sur Terre mais abondant dans les météorites, confirment l'hypothèse de l'impact cosmique. La localisation précise de cette anomalie dans les couches géologiques marque la date de l'événement. D'autres marqueurs géochimiques issus des éruptions volcaniques, tels que les principaux gaz émis, sont également identifiés dans les strates contemporaines à l'extinction. Enfin, les avancées récentes dans la datation radiométrique ont permis de préciser les timings. Ces méthodes calculent l'âge des roches avec une grande précision, démontrant la quasi-simultanéité entre l'impact de Chicxulub, le pic des trappes du Décan et l'effondrement biotique. L'ensemble de ces approches paléontologiques forme donc un patchwork d'indices convergents qui élucide peu à peu les causes multiples et le déroulement chronologique de l'extinction. Elle montre que ce phénomène n'est pas le résultat d'un facteur unique, mais d'un enchaînement complexe de causes et de conséquences, intégrant l'impact météoritique, le volcanisme massif, les changements progressifs de l'environnement et les interactions écologiques. Ainsi, en scrutant les fossiles et les roches, la paléontologie moderne révèle un passé tumultueux, mais aussi la puissance de la méthode scientifique pour comprendre les grands mystères de la Terre. Ces connaissances nourrissent notre réflexion sur la manière dont la vie s'adapte, survit ou disparaît, offrant un regard profond et utile pour appréhender les enjeux contemporains liés à la biodiversité et aux changements globaux. L'histoire de la Terre est marquée par plusieurs extinctions majeures, des événements au cours desquels un pourcentage significatif des espèces vivantes disparaît en peu de temps géologique,
modifiant radicalement la biodiversité mondiale. La grande extinction de la fin du Crétacé, qui a vu la disparition des dinosaures non aviens, est l'une des 5 extinctions massives reconnues, appelées extinction du Permien-Trias, extinction du Trias-Jurassique, extinction du Crétacé-Paléogène, ainsi que 2 autres périodes plus anciennes. Pour mieux appréhender la singularité et l'impact de cette catastrophe, il est fascinant de la mettre en perspective avec ces autres crises biotiques aux causes et conséquences diverses. La plus ancienne et dévastatrice est l'extinction Permien-Trias, survenue il y a environ 252 millions d'années. Elle fut la plus importante extinction de l'histoire, détruisant environ 90% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres. Cette catastrophe s'est probablement produite à cause d'une combinaison de volcanisme massif, de changements climatiques extrêmes, d'anoxie océanique et d'acidification, remodelant profondément la vie sur Terre. À la différence du Crétacé, cette extinction a entraîné une recomposition encore plus radicale de tous les écosystèmes, donnant naissance, entre autres, aux formes de vie qui allaient dominer le Mésozoïque. Un autre exemple est l'extinction Trias-Jurassique, il y a environ 201 millions d'années, qui a ouvert la voie à la domination des dinosaures. Cette crise fut caractérisée par une forte perte des espèces marines et terrestres, probablement liée à un volcanisme intense et à des instabilités climatiques. Elle constitue un précédent d'extinction qui illustre la vulnérabilité continue de la biosphère au déséquilibre géologique. L'extinction Crétacé-Paléogène, notre sujet principal, se distingue par la rapidité et la sélectivité de ses pertes. Elle semble combiner à un événement exceptionnel, l'impact d'un astéroïde, et à un volcanisme intense, qui agissent sur un système déjà fragilisé. Cette extinction a marqué la fin des géants que furent les dinosaures non aviens. Mais elle a aussi déclenché une radiation évolutive chez les mammifères et les oiseaux, montrant qu'une extinction peut simultanément causer disparition et renaissance. Chacune de ces crises partage des caractéristiques communes, des changements environnementaux rapides et extrêmes, une diminution drastique de la biodiversité et une réorganisation profonde des réseaux écologiques. Cependant, elles se différencient par leur ampleur, leur durée, leurs causes précises et leurs conséquences évolutives. La comparaison avec les extinctions majeures renforce la compréhension que la vie sur Terre est soumise à des cycles de déséquilibre et de rééquilibre, où la disparition de certaines espèces pave le chemin pour l'évolution et la diversification d'autres groupes. Ces crises biotiques montrent aussi que des combinaisons complexes de facteurs, souvent extrêmes, sont nécessaires pour provoquer une extinction massive. Enfin, cette mise en perspective invite à réfléchir sur la nature des extinctions et leur fréquence dans l'histoire terrestre, soulignant que la grande extinction du Crétacé est l'un des nombreux épisodes où la fragilité de la vie s'est conjuguée à des forces géologiques et cosmiques hors de contrôle. Elle ouvre la porte à une compréhension plus large des interactions entre biologie et géologie, agitation climatique et évolution, un dialogue permanent qui façonne le visage vivant de notre planète. La disparition des dinosaures non aviens à la fin du Crétacé a marqué un tournant fondamental et durable dans l'évolution de la biosphère terrestre. Bien plus qu'un simple événement cataclysmique ponctuel, cette extinction a profondément remodelé la composition et la dynamique des écosystèmes, ouvrant la voie à de nouvelles formes de vie et à des transformations écologiques majeures qui se répercutent encore aujourd'hui. L'influence la plus évidente de cette extinction est sans doute la radiation évolutive explosive des mammifères. Libérés de la concurrence constante et féroce des dinosaures, ces derniers ont pu occuper un vaste éventail de niches écologiques, se diversifiant en une incroyable variété de formes, depuis de petits insectivores
jusqu'aux gigantesques herbivores, et plus tard, aux primates et à l'homme. Ce bouleversement a conduit à l'émergence progressive de la faune moderne, caractérisée par une dominance relative des mammifères, mais aussi des oiseaux, descendants directs des dinosaures aviens, qui ont colonisé l'ensemble des habitats terrestres et aériens. Mais l'impact est également profond sur le plan des écosystèmes eux-mêmes. La disparition de groupes majeurs a provoqué une réorganisation complète des réseaux trophiques, des relations entre espèces et des cycles biogéochimiques. Les dynamiques de prédation, d'alimentation et de compétition ont été redéfinies, favorisant des systèmes écologiques différents, souvent plus complexes et stables à long terme. Les interactions entre biomes terrestres et marins ont aussi évolué, participant au développement d'une biosphère résiliente et diversifiée. Au niveau floristique, la fin du Crétacé a coïncidé avec l'essor décisif des angiospermes, les plantes à fleurs, qui ont considérablement modifié les paysages, les sources de nourriture et les habitats disponibles. Cette transformation végétale, stimulée par la nouvelle dynamique animale, a contribué à établir les écosystèmes contemporains, favorisant la biodiversité actuelle. L'influence durable va au-delà des organismes visibles. Des modifications dans les cycles de carbone, d'azote et d'autres éléments essentiels ont impacté la qualité des sols, la composition atmosphérique et le climat à long terme. Cette réorganisation a conditionné la trajectoire évolutive des espèces et la capacité d'adaptation du vivant face aux crises ultérieures. Enfin, la disparition des dinosaures rappelle l'imprévisibilité et la fragilité de la vie face aux événements extrêmes, mais aussi la remarquable capacité de la biosphère à se renouveler et à se complexifier après chaque crise. Cette leçon géologique nous invite à considérer notre propre époque, où les activités humaines modifient rapidement l'environnement, avec la conscience que les transformations écologiques actuelles pourraient avoir des conséquences durables sur l'avenir de la biodiversité. Ainsi, l'extinction des dinosaures a laissé une empreinte indélébile sur l'évolution de la biosphère, une empreinte qui continue de façonner la diversité, la structure et le fonctionnement de la vie sur notre planète. L'extinction des dinosaures non aviens et de nombreux autres animaux préhistoriques à la fin du Crétacé demeure un événement majeur qui, au-delà d'être une page fascinante de l'histoire de la vie, offre des enseignements précieux sur les menaces actuelles pesant sur la biodiversité mondiale. En étudiant les causes, les mécanismes et les conséquences de cette disparition massive, nous sommes en mesure de mieux comprendre les dynamiques qui peuvent conduire à la crise de la biodiversité à laquelle nous assistons aujourd'hui. Tout d'abord, cette extinction massive souligne à quel point la biosphère est vulnérable aux combinaisons de stress multiples et rapides. L'événement de la fin du Crétacé fut le résultat de plusieurs facteurs convergents. Impact météoritique, volcanisme intense, variations climatiques, modification des habitats et pressions écologiques. De façon analogue, les menaces actuelles, changements climatiques rapides, déforestation, pollution, introduction d'espèces invasives, fragmentation des habitats, surpêche et braconnage, agissent souvent de manière combinée, amplifiant leurs effets négatifs et rendant les écosystèmes moins résilients. L'étude des extinctions passées illustre aussi l'importance cruciale de la vitesse et de l'intensité du changement. Alors que certaines espèces ont pu s'adapter aux évolutions graduelles au fil des millions d'années, des modifications rapides ou brutales de leur environnement les ont rendues incapables de survivre. C'est un avertissement direct face à l'accélération actuelle des changements environnementaux provoqués par l'homme. Le climat change plus vite que les cycles naturels passés, mettant en danger de nombreux organismes incapables de s'habituer aussi vite. De plus, la disparition sélective des espèces lors de la crise de la fin du Crétacé nous enseigne que certaines caractéristiques biologiques, telles que la taille du corps, le régime alimentaire, la spécialisation écologique
ou la capacité de dispersion, influencent fortement la vulnérabilité aux extinctions. Aujourd'hui, ces mêmes critères aident à identifier les espèces les plus menacées, souvent les grands animaux spécialisés ou ceux qui dépendent d'habitats très spécifiques, ciblant nos efforts de conservation. Enfin, l'histoire de la grande extinction souligne aussi une dynamique d'effondrement en chaîne, où la disparition d'espèces clés peut avoir des répercussions profondes sur l'ensemble des réseaux trophiques et des écosystèmes. Aujourd'hui, la perte rapide d'une biodiversité variée risque de provoquer des déséquilibres similaires, impactant non seulement la nature, mais aussi les sociétés humaines qui en dépendent. Cependant, les crises du passé témoignent également de la capacité de la vie à se renouveler, à s'adapter et à se diversifier après des perturbations majeures. Cette résilience offre une lueur d'espoir. Malgré l'ampleur des menaces, des actions concertées et une meilleure compréhension scientifique peuvent permettre de préserver la biodiversité actuelle et de favoriser sa recomposition durable. Ainsi, la disparition des dinosaures et des animaux préhistoriques n'est pas seulement un événement historique, mais un miroir éclairant sur les enjeux contemporains. Elle nous invite à agir avec prudence et responsabilité, à reconnaître les limites de la Terre et à adopter des stratégies qui respectent la complexité et l'interdépendance de la vie, pour assurer que l'histoire ne se répète pas à notre détriment.